Donc nous sommes au week-end de liberté, 8e du nom, organisé par le cercle Frédéric Bastiat. Et donc j'ai l'honneur d'avoir à recevoir M. Le Cassin. Alors M. Le Cassin, c'est le directeur de l'IREF. IREF, oui. IREF. Et nous nous sommes déjà rencontrés l'an dernier. Tout à fait. Mais cette année, ce qui nous intéresse, c'est ce dont vous avez exposé deux choses. Deux conférences. Une première conférence sur l'éducation nationale, où vous avez soulevé des questionnements épouvantables. Ça a cartonné, hein, parce qu'évidemment, vous étiez pour la liberté de l'enseignement, vous étiez pour sortir de ce carcan de l'éducation nationale, et il y avait quelques proviseurs dans la salle qui l'ont mal vécu. Bon. Et puis vous avez, à midi, et là c'était tout ça que je souhaiterais qu'on parle, vous avez parlé de votre expérience. Alors on précise, vous êtes roumain, vous avez vécu derrière ce qu'on appelle le rideau de fer jusqu'à l'âge de 20 ans. Et vous en avez donc, vous aviez des parents qu'on peut qualifier entre guillemets de résistants, quelque part, un part intellectuel résistant. Cette belle résistance qu'il y avait de l'autre côté du mur, que ce soit là ou en Russie, c'est-à-dire ce qu'on appelle des dissidents, c'est-à-dire des gens qui existaient intellectuellement. Et ça je trouve ça très fort. Pour moi, c'est très impressionnant. Mon idole, c'est Sakharov. Donc, si vous voulez, c'est vraiment des gens tout à fait passionnants. Et donc, vous nous avez fait part, et j'aimerais que vous expliquiez, parce qu'on a du mal à expliquer à quel point la liberté, c'est important, à des gens qui l'ont ou croient l'avoir, et qui, petit à petit, s'engagent, pour l'instant, dans un collectivisme un peu mou, mais qui fatalement deviendra futur. Et j'aurais aimé que vous expliquiez un petit peu comment vous avez ressenti tout ça, et comment les souvenirs épouvantables que vous avez. D'abord, merci de m'avoir invité à ce week-end de la liberté. Je reviens toujours avec plaisir et bravo pour l'organisation, à vous et à Patrick. Ça se passe comme tous les ans très, très bien. Et cette année, vous avez raison, j'ai été privilégié parce que j'ai eu droit à 2 conférences. Je pense que j'ai été le seul à faire 2 conférences. Et en plus pendant le déjeuner et le dîner. Je suis heureux d'avoir fait cette conférence sur le communisme pour plusieurs raisons. D'abord parce que on fête, entre guillemets, bien sûr, les 100 ans depuis la révolution d'octobre et l'avènement du communisme. Et ensuite parce que je trouve que en France, il y a toujours une sorte de nostalgie, même si on n'a pas vécu le communisme, pour les idées communistes marxistes. Et il existe même un homme politique français qui s'appelle Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui puise son programme dans les idées marxistes. Un des prémices, Frédéric Bastiat était en lutte avec quoi? Avec le socialisme qui préfigurait le communisme. Tout à fait, tout à fait. Il a écrit de très beaux textes, très visionnaires sur le communisme, sur les dangers du communisme, sur les dangers de l'État qui s'occupe de tout, qui prend en charge tout. Voilà, de conséquences. Et ça c'était donc 1800, avant 1850. Donc voilà, donc ça c'est extraordinaire. Il faut relire ces textes écrits à l'époque sur le communisme. Alors, j'ai eu plaisir, enfin, de raconter un peu, très rapidement, quelques événements de ma vie personnelle, l'expérience, tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, mon adolescence et le début de ma jeunesse sous le communisme, pour que ça serve de leçon, pour que les gens n'oublient pas. Vous avez l'impression que ça vous a volé votre jeunesse? Non, parce que j'ai eu la chance, contrairement à mes parents, et encore plus à mes grands-parents, de vivre après 20 ans dans un monde de liberté. Donc le mur est tombé en 89, le communisme a échoué en 80-90, donc partout en Europe. Et ça a été un moment extraordinaire et je n'avais que 20 ans. Enfin, on peut dire que, comme je le disais, que pendant mon enfance, si j'avais vécu ici, j'aurais mangé plus de chocolat et plus d'oranges et de bananes. Ce n'était pas le cas là-bas, j'en mangeais de temps en temps à Noël, mais c'était une fois par an. Il y avait une pénurie généralisée, mais je me souviens que de temps en temps, avant Noël, on vendait des oranges.
et des bananes. Hein. Donc c'était comme un luxe, hein, une fois par an. Hein. Donc pénurie matérielle, et est-ce qu'il y avait une oppression intellectuelle? Il y avait bien sûr une oppression intellectuelle, il y avait la censure, il y avait pratiquement la délation, un ministère, mais c'est tout comme tous les régimes totalitaires. Ils sont bâtis et ils survivent grâce à la délation, grâce à l'oppression, grâce à la dénonciation, grâce à la censure. Donc on ne pouvait pas tout faire. Donc on avait une rétention à parler, les adultes avaient une rétention à parler, ils allaient se méfier des uns des autres. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben, on avait notre téléphone qui était... il y avait un micro dans le téléphone, hein, comme dans les films qu'on voit maintenant à la télé. Et des fois, mon père, quand il parlait des choses importantes, il parlait dans la salle de bain en faisant couler l'eau de la baignoire. Donc, ce genre de choses que j'ai vécues, donc je me souviens, et qui font partie du quotidien dans un régime totalitaire, surtout ce régime communiste. Vous parliez, dans votre exposé, vous parliez de Staline et de son monstre qu'il a fabriqué, parce que Mao Tse-tung a été entièrement fabriqué par Staline. Sans Staline, jamais Mao Tse-tung n'aurait pu exister. Hein. Il l'a financé, il l'a armé. Donc effectivement, ces gens, oui, sont d'abord totalitaires, bien sûr. Alors la question qui se pose, parce que dans le fond, le communisme est né un peu chez nous, hein, en France, en Allemagne, en Angleterre. Bon. Et dans le fond, le bébé est arrivé difforme, mais les penseurs continuent à penser qu'il aurait pu être en bonne santé. Et donc, ça aurait pu faire un joli adulte. Et vous dites non, vous avez été, c'est pas possible. Ça, c'est la théorie de ceux qui veulent récupérer les idées communistes, et ils disent « Ah, moi, c'était pas le vrai communisme. » Voilà, oui, Mais c'est bizarrement, partout où il a été au pouvoir, ça a été la répression, ça a été des meurtres, ça a été des meurtres de masse, ça a été des camps, donc c'est bizarre quand même, non? Ça n'a marché nulle part. Ça n'a marché nulle part. Ça ne respecte pas l'individu, ça n'a marché nulle part. Donc, et partout où il est arrivé au pouvoir, il n'est jamais arrivé démocratiquement. Il est arrivé toujours par la force ou par un coup d'État interne ou par une invasion militaire soviétique, dans le cas de la Roumanie. Oui, la perte de la guerre. Et lorsque vous étiez en 20 ans quand même, en compréhension des choses, est-ce que vous avez perçu, que vos parents étant résistants, ils n'étaient pas dans le système, mais il y avait des apparatchiks, il y avait des gens qui étaient dans le système. Oui, tout à fait. Là, ils étaient comment, arrogants, Il y avait deux sortes, ceux qui faisaient la délation classique, si je peux dire ainsi, se cachaient. Donc on l'a su après avec l'ouverture des archives aussi, beaucoup, parmi des proches, parmi des amis. Ça, c'était une catégorie. Et vous avez les apparatchiks connus, oui. Ceux qui étaient dans le système ouvertement, ceux qui étaient payés par le système, ceux qui étaient au siège du parti, ceux qui étaient qui avaient des privilèges. Donc vous avez ces deux catégories. Les apparatchiks connus n'étaient pas forcément les plus dangereux. Et ceux qui s'occupaient de la délation quotidienne, ou faisaient des rapports sur les autres. Une espèce de Stasi, ça s'appelait comment alors? Ça s'appelle la Securitate. C'est l'équivalent du KGB et la Stasi. Alors, quand le régime est tombé, la nuit d'avant, notre appartement était pas loin du siège du Parti communiste dans notre ville. Donc, si on allait sur le balcon, on se penchait un peu, on voyait le siège un peu. Et toute la nuit, on a vu un flot de voitures, de 4x4, qui emportaient des documents. Donc, Ils savaient que le régime allait s'écrouler le lendemain. Ils savaient que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emporté les archives, ils les ont brûlées pendant la nuit. Donc ils étaient parfaitement conscients. Ils étaient parfaitement conscients. Bon, il y a quand même des archives qui sont restées, qu'on a ouvertes, en Union soviétique aussi. D'ailleurs, les bons historiens et chercheurs français comme Stéphane Courtois, qui a écrit le livre Noir communiste, comme Thierry Bolton, sont allés à Moscou, regarder les... On les a ouverts au fur et à mesure. On a même payé pour qu'on ait accès. Voilà, on a découvert, bien sûr, des noms, des choses, même si les noms avaient des surnoms. Si on s'aperçoit quand même que l'homme peut être épouvantable après ça, parce que c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même qu'une dictature, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient d'accord. Ça peut pas. Un dictateur, c'est pas quelqu'un de tout seul. Non, bien sûr. Ben, il a un appareil. Il y a un appareil, il y a ceux qui profitent, ceux qui croient.
ceux qui sont autour, c'est bon, il y en a qui croient, et vous avez un appareil répressif et vous accordez des privilèges à ceux qui vous soutiennent, qui soutiennent le régime. Donc ils sont proches. Donc vous avez des villas pour les apparatchiks avec piscine. Que moi j'avais pas, donc vous aviez des villas à la montagne, des villas à la mer, vous avez des magasins pour les apparatchiks. Quand le régime est tombé dans ma ville, je suis allé avec mes copains au siège du parti justement, et au sous-sol il y avait les endroits où on stockait la nourriture pour les magasins pour les apparatchiks. On a trouvé des oranges, on a trouvé du café, on a trouvé des bananes, voilà, donc c'était des choses que nous on n'avait pas. Et on appelle ça le communisme, qui est soi-disant l'égalité parfaite. certains étaient plus égaux que d'autres, comme on dit. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Je crois que c'est quand même important. Bon, c'est vrai que le temps passe, et donc on rencontre plus trop, petit à petit, on ne rencontrera plus jamais. C'est ça le problème de l'histoire. Après, ça devient du papier. On a gardé 14, ils en ont parlé comme durant le temps, mais il n'en reste que du papier. Ouais. Les choses qu'on a vécues, quand on peut transmettre des émotions, c'est pas qu'on transmette du papier, même si les gens c'est bien, même si voilà. Donc merci, ce que vous avez fait, c'était très bien. Je crois que ça a beaucoup intéressé les gens, étaient un peu émus. Oui, c'est émouvant quand même. Merci à vous. Et c'est émouvant, puis ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Hélas. Ouais. Ça existe encore, Corée du Nord, Cuba, donc il y a encore des pays. Ouais, voilà. Ouais. Au début, ça ne doit pas être aussi sophistiqué. Enfin, vous, ça vous est arrivé quand même par une invasion. Donc c'est pas difficile de prendre le pouvoir, d'instaurer un régime militaire et puis de fusiller les opposants. C'est très simple. Voilà. Il faudrait leur enlever les fusils. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous.